Allô la planète. De retour de festival Van Life Expo 2023 au Parc Expo à Rennes. Allô la planète, ici Hélène, toujours au Van Life Expo, en ce samedi midi. Je viens d'assister à la conférence de Nomad Worlds et je suis avec Greg qui a raconté ses expériences de 13 années de voyage. Évidemment, ça nous intéresse, les auditeurs d'Allô la planète. Alors il est en face de moi et il va nous raconter un peu le retour après 13 années justement. Ça, ce sera le premier angle, ce serait qu'est-ce que ça fait de revenir après avoir passé autant d'années en famille sur la route. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, notre retour sur des 13 ans s'est passé absolument à merveille. Alors déjà, on a pris un petit temps, un laps de temps avant de se sédentariser. On a fait 8 mois de Tour de France pour faire découvrir la France aux filles et leur pays. Et on a fait comme avec tous les autres pays, on s'est adapté. On est rentré dans le bain, on a retrouvé des gestes qu'on ne connaissait plus, un confort qu'on ne connaissait plus et une administration sur laquelle on ne s'est pas tellement buté parce qu'elle a été très agréable avec nous, elle nous a aidés, elle a même créé des cases lorsqu'on ne rentrait pas dedans. Voilà. Ça me permet de rembobiner, donc vous êtes parti il y a 13 ans, quel âge avaient vos filles à l'époque ? Alors lorsqu'on est parti, elles avaient 6 et 8 ans. 6 et 8 ans et Internet était pas à ses débuts, mais c'était pas les réseaux à outrance comme maintenant. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de téléphonie mobile, ou alors si c'était les débuts, les Nokia éclapés, mais on n'avait pas tout ça. Et elles étaient jeunes, elles ne se rappelaient même pas de la France en fait. Quelles ont été vos premières destinations ? Alors la première destination, c'était celle qu'on voulait faire, c'était l'Australie. On y était parti juste pour un an, on n'avait jamais eu l'idée de rester 13 ans sur les routes. Et le voyage est parti de fil en aiguille, d'une destination à l'autre, sans rien préparer en fait. On est allé logiquement pour revenir vers la France, mais pas par avion, par la route, et ça nous a pris 13 ans. Point de départ, l'Australie. Comment vous identifiez justement l'envie d'aller en Australie, de prendre la route et le moment où vraiment on se décide à le faire? Est-ce que vous arrivez à identifier ce déclic? Alors oui. Bon, mon père était allé en Australie, il était de Calédonie, il nous envoyait beaucoup de photos, c'est un pays qui faisait envie, une faune qui est incroyable, qui est unique, des paysages absolument magnifiques, des déserts, c'est très peu peuplé, 20 millions d'habitants pour 12 fois la surface de la France. Ça nous faisait envie, il a fallu 10 ans, il a fallu que je prenne 10 ans pour décider mon épouse à partir. Puis on est parti et le déclencheur réel, c'est lorsque j'ai quitté l'armée, que je suis allé en reconversion à Lyon. Et là, il y a eu des émeutes. Les voitures brûlées. On s'est dit non, on ne peut pas faire vivre ça à nos enfants, il faut qu'on vive aux choses, on ne peut pas leur faire subir ça et on est parti. Voilà. Le fait de vivre avec les enfants sur la route, d'avoir aussi, vous le disiez tout à l'heure dans la conférence, les cours au départ via le CNED et puis ensuite enlever, vous ne restez que sur les fondamentaux et les élever dans des univers très très différents. Qu'est-ce que ça apporte finalement ? Alors il y a certes, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte à ce qu'elle soit pas autodidacte mais qu'elle s'autogère. C'est-à-dire qu'on n'a jamais imposé de délai, le CNED les imposait, mais c'est elles qui ont géré leur étude, leur emploi du temps, ce qu'elles voulaient faire et comment elles voulaient le faire. Elles ont participé à toutes nos décisions. Si elles ne voulaient pas aller à un endroit, on n'y allait pas. C'était vraiment... elles participaient au budget, elles n'étaient jamais attirées par des fringues. On n'a jamais connu la période de l'adolescence rebelle, etc. Le voyage, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire pour eux parce qu'elles n'avaient connu que ça. C'est tout naturel que ça s'est passé. Et c'est vrai que cette crise d'adolescence que nous, on a fait subir à nos parents, nous, on ne l'a jamais connue en fait.
D'accord, et donc comment vous voyagez pour les auditeurs? Est-ce que vous pouvez raconter les moyens de locomotion et puis les autres destinations après l'Australie? Alors, notre mode de voyage, c'est un véhicule, un 4x4, un Toyota Land Cruiser de 93 qui a maintenant 850 000 km, deux tentes sur le toit, aménagées par nous-mêmes pour répondre à nos besoins, qu'on a modifiés au fil du temps, pour aussi répondre à des besoins changeants. On a aussi eu une petite aparté à pied, et quand je dis à pied, c'était avec 7 gouttes sur le dos, tente tunnel, matelas mousse, réchaud, et on a été un an autonome en Indonésie et Bornéo pour pouvoir économiser et faire revenir notre véhicule sur le continent asiatique qu'on a visité ensuite, qu'on a prolongé sur l'Inde et le sous-continent indien, le Moyen-Orient, et on a fait le tour de l'Afrique avant de rentrer en Europe par l'Espagne. Vous me dites ça comme si c'était tout à fait académique, mais finalement cette liste est très très impressionnante. Vous pouviez décrire des lieux marquants, ce serait quoi? Alors, il y a quelques lieux marquants, hein, c'est vrai, qui sont assez décriés par les gens, et c'est pas pour ça qu'on l'a apprécié. Mais lorsque on a visité le Pakistan, le nord de la vallée de Hunza, près de la frontière chinoise, on était en 3000, 4000 mètres d'altitude, on avait les sommets en face de nous, on avait 7 sommets qui s'élevaient au-delà de 7000 mètres. C'était les couleurs d'automne, alors on vous décrit le paysage, des couleurs flamboyantes, une rivière bleue, émeraude qui coule, des sommets enneigés, un petit froid bien sûr, malgré que ça soit l'automne. Et c'est des images qui restent à jamais gravées dans nos mémoires, hein. D'ailleurs, les filles, une de nos filles, c'est un de ses pays préférés, le Pakistan. Comme quoi, il n'y a pas à avoir de barrière humaine, il y a du bon et du beau et du magnifique partout, quoi. Et pour les langues, comment vous faites? Alors les langues, j'étais déjà bilingue, moi, les filles le sont devenues, l'Australie au départ, la Nouvelle-Zélande ensuite, elles sont bilingues parfaites. D'ailleurs, il y en a une qui a passé son TOEIC, elle est traductrice franco-anglais. Moi, j'ai appris le malais et l'indonésien lorsque l'on marchait pendant un an sur l'Indonésie, à parler avec les locaux. Après, on a appris les basiques de chaque pays, et puis on a abandonné en Inde lorsqu'on a découvert qu'il y avait 13 langues et ça commençait à faire beaucoup. Mais avec l'anglais et le français, on s'est toujours débrouillé. Ma fille a bossé le chinois avec le CNED. On a commencé à bosser l'arabe, mais c'est une langue gutturale trop compliquée. J'aimerais bien m'y remettre. Et là, on bosse l'espagnol pour l'Amérique du Sud, en fait. D'accord, c'est la prochaine destination, l'Amérique du Sud? Alors, la prochaine destination, c'est notre projet avec mon épouse et moi. Puis avec les filles, elles sont assez grandes, elles s'installent et elles font leur voyage par elles-mêmes. Normalement, elles aimeraient bien aller en fourgon, un peu plus luxe que ce qu'on avait. Pour nous, c'est l'Europe 5 ans, les Amériques du Nord, donc Mexique inclus, donc centrale pendant 5 ans, et le Sud 5 ans, ça nous fait encore 15 ans de voyage, normalement non-stop aussi. Et donc quel programme? Voilà, il faut visiter le monde avant qu'il se passe quelque chose, je sais pas. Moi, j'ai envie de voir le monde avant qu'il bouge de trop. Et il y a tellement de choses à voir. Et j'ai même proposé à ma femme, lorsqu'on aura fini l'été, on ira sur les océans, on trouvera un petit bateau. Mais là, elle n'est pas encore très chaude, mais il me reste 15 ans pour la décider. Ah, c'est vrai qu'il y avait eu le temps de latence avant de commencer le voyage, et donc là, vous allez être encore persistant concernant les océans. Voilà, oui, on s'était offert, enfin, on nous avait offert 10 jours de voile sur le lagon calédonien avec un catamaran. Et ça lui avait bien plu, mais de là à traverser les océans, on a discuté avec pas mal de voileux. Et moi, c'est à la voile et pas autre chose. Donc, il faut la décider. Il faudra peut-être 15 ans, mais je suis sûr qu'elle sera partante à un moment ou à un autre. Pour vous, le voyage, vous avez tant voyagé, vous l'associez à quelle autre notion proche? Alors moi, c'est vrai que j'ai connu que ça. À l'âge de 2 mois, je débarquais en Afrique avec mes parents, on y restait 18 ans. J'ai fait 15 ans d'armée où j'ai toujours voyagé. J'ai quitté l'armée, on est parti en tour du monde avec ma famille. Du coup, j'ai pas beaucoup connu la France, à part avec l'armée lorsqu'on faisait des manœuvres. Mais pour moi, le voyage est dans le sang, c'est dans celui de mon père.
où il a commencé à voyager en Algérie et il n'a jamais arrêté. En fait, c'est familial, quoi. Et qu'est-ce que c'est pour moi? Eh ben, c'est une normalité. Les souvenirs d'Afrique, les souvenirs d'enfance, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, l'Afrique, pour moi, je suis français, mais l'Afrique, c'est mon pays de cœur. D'ailleurs, on dit toujours, l'Afrique un jour, l'Afrique toujours. Et c'est comme ça que c'est en Afrique. Ça doit être ce qui est, il y a du beau, du mauvais, mais on peut discuter là-bas. Il n'y a plus de communication, il y a beaucoup de communication en Europe, mais sur les réseaux sociaux. En Afrique, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment un pays extraordinaire en fait. Et un continent avec une multitude de pays. J'en ai découvert beaucoup que je ne connaissais pas et tous ont leurs particularités, tous ont leurs coutumes et un jour on y retournera, c'est sûr, c'est obligé. Vous avez évoqué l'Afrique, le Pakistan. Est-ce que, en termes de destination très très marquante, vous pourriez nous emmener encore ailleurs avec vos descriptions? Que c'est intéressant. Alors, on a beaucoup aimé, mes filles aussi, l'Iran. L'Iran qui est un pays où il y a énormément d'histoire, une histoire vue autrement que dans nos bouquins, racontée différemment par eux, mais hyper intéressant, une architecture absolument magnifique. C'est le berceau, on nous dit que l'Afrique est le berceau du monde, mais le berceau des civilisations, c'est la Perse, c'est l'Iran, voilà. Et il y a une autre destination qu'on a adorée, c'est la Jordanie. La Jordanie, c'est pareil, c'est hyper culturel. Il y a des monuments à voir tous les jours. On n'a pas passé une journée sans visiter un monument ou un site culturel ou un site protégé par l'UNESCO, comme le Wadi Rum. Ce sont des pays encore peu touristiques, mais qui vont le devenir, et c'est vraiment des pays à voir avant qu'il y ait un tourisme de masse. Il y a toujours des choses extraordinaires à voir là-bas, et des gens, alors, super accueillants. En Iran, tous les soirs, on était accueillis par des familles. En Jordanie, tous les jours, les gens venaient à notre rencontre. Ce n'est pas comme quand on visite l'Europe. L'Europe, on la visite, nous, de notre côté, en visitant des magnifiques monuments. On a une histoire absolument riche, peut-être une des plus riches, mais on est seul. On est avec un guide, on est seul. Là-bas, on est avec la population et on partage avec la population. C'est vraiment une proximité qui est offerte. Tout à fait, c'est ça, c'est une proximité. Même l'Asie, la Malaisie, peut-être moins le Cambodge ou le Laos, mais la Malaisie, la Thaïlande, c'est des pays, même s'ils sont hyper touristiques comme la Thaïlande, ce sont quand même des pays où il y a du contact, il y a de la chaleur et il y a de l'humain. Alors nous, on ne fait aucun hôtel, on ne fait pas de camping, rien. Donc c'est vraiment avec la population, dans les marchés, etc. Et il y a toujours du contact. Et l'Afrique, c'est exactement la même chose. L'Inde, qui est un pays, un monde dans un monde, avec une culture totalement différente de la nôtre, et des autres d'ailleurs, c'est vraiment chez eux différent. Eh bien, il y a du contact, et il y a du contact, quel que soit son degré de richesse ou sa caste, on est reçu, on est accueilli. On a été accueillis dans un petit village où on a pris 7 petits déjeuners parce que tout le monde voulait nous accueillir dans leur maison. C'était juste infernal, mais tellement magnifique. Un enfer agréable. Ah ouais, un enfer agréable, à manger des chapatis et du chai 7 fois. Et alors, on dit souvent que quand on voyage ou quand on est nomade, parce que finalement, vous là, c'est un mode de vie, c'est même plus le voyage en tant que tel, c'est la vie. On a du mal aussi à avoir des rencontres pérennes et à garder contact. Qu'est-ce que vous en dites? Alors non, moi je pense pas, parce qu'on a gardé contact avec tous ces gens. On est sur. Alors les réseaux sociaux, c'est absolument fantastique pour ça. On est de moins en moins en contact, on ne s'écrit pas tous les jours. Un anniversaire arrive et là du coup le contact renaît. Mais on a gardé avec la plupart des personnes un lien. Et d'ailleurs grâce à ces liens, on aide d'autres voyageurs sur la route des fois coincés. Parce que lors des voyages, on croise des ministres, on croise des sultans, on croise des ambassadeurs et on croise pas que des gens importants bien sûr, mais aussi des petits gens comme nous, des villageois, etc. Et ça permet
de voir comment ils vivent, de discuter de comment ils nous voient et surtout de créer et de tisser une toile immense. C'est ça qui est génial. Lorsqu'une des filles a un anniversaire, elle a sur son mur des centaines de bons anniversaires dans toutes les langues et qui viennent du monde entier. Et c'est juste génial. Ah bah, ça m'étonne pas. Et alors, comment vous faites pour garder trace de tout ce que vous voyez? On sent là que vous avez énormément à partager et je suppose que vous consignez quand même, donc il y a les réseaux sociaux, mais quoi d'autre? Alors, il y a les réseaux sociaux qu'on a découverts au fil du temps, mais on a surtout notre blog. Bon, il y a une partie qui a disparu parce qu'elle a été piratée, mais on ne désespère pas de la nettoyer et de la remettre en ligne. Mais notre blog, on a consigné à l'intérieur tout notre quotidien, tous les jours. Et on n'écrivait pas tous les jours, mais toutes les semaines en gros. Et on expliquait pas le petit-déj ou le dîner ou autre chose. Non, on consignait ce qu'on avait vu, nos ressentis. Les filles écrivaient elles aussi différemment parce que chacun ressent différemment. Et on a une mine d'informations à l'intérieur. Pourquoi on a fait ce blog? Alors c'est vrai, c'est pas pour vous, c'est pas pour les autres, c'est pour nous, pour garder trace parce que des fois on se dit ah oui, comment il s'appelait lui? Mais on sait à peu près quand est-ce que c'était, on revient en arrière dans tel pays, et là on relit notre blog et on fait ah oui, on revoit une photo et ça nous rappelle des mémoires. Moi je suis ornitho, je me rappelle de chaque endroit où j'ai pris en photo un oiseau, mais je ne me rappelle pas automatiquement de chaque personne, je me rappelle plus des animaux que des gens. Et ce blog nous sert à nous, et un jour il nous servira à écrire un bouquin. On nous en demande un, c'est long, il n'y a pas le temps, j'ai pas envie. Un jour j'aurai envie, quand je serai plus vieux, déjà je le suis, mais plus tard, un jour on écrira peut-être nos mémoires. Et ce blog, ça sera notre mémoire en fait. Est-ce que vous pouvez donner les coordonnées? Ça s'appelle nomads avec un S, road.com. Et tous les réseaux sociaux, à ce nom-là, c'est nous. On a tout pris, même TikTok, même s'il n'y a rien dessus. Hein. Mais on a absolument pris tous les noms parce qu'un jour, peut-être qu'on s'y mettra. Et les filles s'en servent. D'ailleurs, si moi j'écris pas de livre, ma fille écrit, elle, des BD. Et elle raconte toute notre histoire, le quotidien, de façon humoristique, en carnet de voyage et BD humoristique. Elle s'est mise à son compte et elle est illustratrice BD en fait. La relève est là. La relève est là. Elle fait soit de la modélisation d'animation 3D comme son père, mais c'est une artiste. Elle a ça dans le sang, on ne lui a jamais appris, des gènes qu'elle tient peut-être d'une partie de la famille. Et ces BD sont rigolotes, sympathiques. Et alors il ne faut pas croire que c'est une BD enfant, c'est vraiment une BD, pas adulte bien sûr, mais c'est une BD pour tout public. Et l'autre, la seconde, elle nous fait notre chaîne YouTube, hein, où elle monte les vidéos qu'on a prises sur le voyage, mais qui n'étaient pas destinées à la base pour du montage vidéo, mais plus en souvenir. Donc du coup, elle se débrouille avec ce qu'on a fait. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être là aujourd'hui, Van Life Expo, de pouvoir partager avec ce public de curieux? Alors, on aime bien partager nos expériences, aider les autres, amener de l'information, répondre aux questions qui les gens n'osent pas ou se dressent des murs avant de partir, les détendre, leur montrer que tout est possible, ne pas avoir peur. Beaucoup de gens qu'on a croisés sur d'autres expos, etc., avaient peur du Pakistan et beaucoup y sont allés. Il y a des amis à nous et qui n'auraient jamais imaginé aller au Pakistan. Vous les connaissez sûrement. Ça y est, les 6 baroudeurs qui sont passés sur M6, etc. Ils nous ont rencontrés avant de partir. Ils ne seraient pas allés au Pakistan pour nous. Ils nous remercient de leur avoir conseillé. C'est un de leurs pays préférés maintenant, avec Oman. Et c'est ça qu'on veut apporter aux gens. Et pourquoi on est ici à l'expo? C'est parce qu'on a rencontré l'organisateur avec qui on s'est tout de suite bien senti et il nous a demandé si on voulait bien venir là. On a dit il n'y a pas de souci, on vient parce que c'est autre chose, il l'organise autrement et il y a vraiment un lien de fraternel et d'amitié avec lui.
qui change. Voilà. Alors nous, on avait découvert Allô la planète à l'exposition Aventure du bout du monde à Massy. Et on avait été interviewé ce jour-là. Enfin, c'est même pas moi, c'est les filles qui avaient été interviewées. Et ça change, c'était sympathique. Et c'est vrai que ça permet à un média comme Allô la planète de partager et de faire découvrir à d'autres, ceux qui suivent, des voyages qu'on pense impossibles. Parce qu'il n'y a pas que nous. Moi, quand j'écoute Allô la planète, il y a des voyageurs de tout horizon qui découvrent des endroits formidables et on partage. Et on partage parce qu'on a été émerveillés et on ne veut pas que l'émerveillement reste en nous, mais on le distribue aux autres. Et tout voyageur, le jour où il s'arrête d'être émerveillé, il arrête de voyager. J'ai croisé des gens aujourd'hui qui m'ont dit ils sont blasés, ils arrêtent de voyager. Autant arrêter de voyager. Tous ceux qui partagent à ce micro-là, on trouve ça extraordinaire et on n'arrêtera jamais. Merci beaucoup, en tout cas c'était un plaisir. Moi aussi, ça a été un plaisir de partager et d'espérer que d'autres puissent prendre la route et pas suivre peut-être notre exemple, mais s'enlèvent des barrières et démarrent. Allô la planète, de retour de festival Van Life Expo 2023 au Parc Expo à Rennes.